Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première session d'un cycle de 3 webinaires pour vous accompagner au mieux et vous expliquer les dispositifs de financement 2026 qui sont mobilisables tout au long de cette année. Une petite introduction, donc vous êtes sur la plateforme GoToWebinar et nous avons le plaisir aujourd'hui d'intervenir, donc l'ensemble de l'équipe technique de la CPNEF. Vous pouvez poser vos questions via le petit onglet questions que vous voyez en haut avec le petit point d'interrogation et des temps de questions-réponses sont prévus. Le webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur le site de la branche, rubrique Emploi-formation, nos communications et outils. Avant de démarrer, nous allons nous présenter. Donc, je suis Anna-Laura Gavina, chargée de communication et emploi-formation. Sébastien Riquelme, responsable du pôle CPNEF et observatoire. Bonjour à toutes et tous. Rendor Rakoto, chargée d'études observatoire. Bonjour à toutes et à tous. Corinne Poteau, assistante emploi-formation. Bonjour à toutes et à tous. Laurie Brunoir, assistante administrative. Bonjour à toutes et à tous. Et Pascal Wilmet, responsable développement emploi-formation en région. Bonjour tout le monde. Merci. On va poursuivre avec quelques petites informations. D'abord, pour vous expliquer qu'il y a différents temps d'information qui sont organisés pour vous accompagner, comme je vous l'ai dit au tout début. Donc, le cycle de 3 webinaires. Aujourd'hui, la session vous est dédiée, employeur de la branche ALISFA. Demain, une session qui est dédiée aux salariés et le 22 janvier, donc une session qui sera destinée aux salariés et aux employeurs des structures qui sont situées dans les DROM. Également, et Pascal vous en parlera tout à l'heure, des réunions d'information collective sont organisées en région par les RR et les conseillers d'uniformation. Donc, ces temps sont très importants, vous le savez, puisqu'ils permettent de compléter ce webinaire d'information. Les RR et les conseillers d'uniformation, bien sûr, vous proposeront des temps d'échange un peu plus approfondis avec des questions qui vous concernent un peu plus personnellement. Un petit mot également, et Sébastien vous le précisera tout à l'heure, mais des supports d'information sont mis à votre disposition, notamment le tableau des règles 2026 qui a été mis en pièce jointe de ce webinaire, les brochures qui arriveront prochainement, etc., etc. Sébastien vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Je vous propose de parcourir l'ordre du jour. Donc, nous allons vous passer un petit message de la présidence de la CPNEF. Ensuite, Sébastien vous présentera globalement la branche ALISFA. Ensuite, un petit point sur le financement de la formation professionnelle. Et ensuite, on rentrera un peu plus en détail au niveau des dispositifs, avec les dispositifs à mobiliser tout d'abord auprès de l'OPCO Uniformation, les dispositifs à mobiliser auprès de la CPNEF directement, les dispositifs hors OPCO. Pascal vous fera un point sur les référents en région et Sébastien conclura avec les ressources et outils disponibles. Voilà, nous allons donc vous diffuser un message de la présidence de la CPNEF ALISFA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cycle de webinaires dédié aux dispositifs de formation en 2026 à destination des salariés et des employeurs de la branche. Avant toute chose, on se présente, je suis Isabelle Duchesne, administratrice ELISFA et présidente de la CPNEF. Michel Poulet, je suis secrétaire fédéral à la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière et je suis vice-président de la CPNEF. Avant de rentrer dans le détail des dispositifs, un petit point sur l'actualité emploi-formation. Alors, pour commencer, un mot sur le paritarisme. La CPNEF est une instance paritaire, c'est-à-dire réunissant les syndicats de salariés et l'organisation employeur. La présidence de la CPNEF est à cette image. Sur le contexte général, de gouvernement en gouvernement, l'austérité budgétaire se poursuit, se répand et s'amplifie. La situation concernant la formation professionnelle n'y échappe pas. Les attaques contre les OPCO, comme Uniformation, en témoignent. OPCO à qui le gouvernement demande des économies drastiques qui pourraient engendrer une vague de licenciements. L'année écoulée a donc été marquée par de fortes contraintes, tant budgétaires que réglementaires. Pour autant, paritairement, nous avons su maintenir une dynamique positive.
En 2025, les résultats sont là et témoignent de l'engagement des interlocuteurs sociaux et de la pertinence des orientations portées par la CPNEF. Un chiffre permet de mesurer concrètement cette action. En 2025, plus de 42 000 stagiaires ont été formés sur les fonds conventionnels, contre environ 37 000 en 2024, soit une progression significative. Pour les changements attendus en 2026, je laisse Isabelle prendre la suite. Concrètement, cette austérité décrite par Michel a des conséquences sur nos dispositifs en 2026. La première conséquence, c'est que grâce à nos dispositifs conventionnels, nous maintenons l'ensemble de nos enveloppes, mais dans des contraintes budgétaires, donc dans une enveloppe contrainte. La deuxième conséquence, c'est sur le financement de toutes les formations certifiantes et diplômantes. Nous vous l'avions dit en 2025, en novembre, dans la newsletter, nous avions donc le dispositif PROA qui a disparu et qui a été remplacé par la période de reconversion. Deux incertitudes sur cette période de reconversion, c'est sur les moyens alloués à une formation pour la financer, et donc les moyens que nous allons avoir au niveau de la branche pour la mettre en place. Et la deuxième grosse incertitude, c'est que nous sommes toujours en attente des décrets d'application, et donc nous ne pouvons pas mener des négociations au niveau de la branche. C'est pour cela que nous avons mis en place un dispositif transitoire du 1er janvier au 30 juin. Tout cela va vous être expliqué par l'ensemble des services techniques de la CPNEF, Sébastien, Corinne, Anna-Laura, Laurie, Pascal et Rendor. Et maintenant, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Anna-Laura pour ton introduction. Merci à la présidence pour ce mot. Et donc, je vous propose qu'on commence tout de suite avec une très rapide présentation de la branche. On ne va pas s'attarder. On a 1h30 devant nous, donc on va aller rapidement là-dessus. Notre branche, la branche ALISFA, les acteurs du lien social et familial, dans laquelle on retrouve les centres sociaux et socioculturels, les établissements d'accueil de jeunes enfants, les associations de développement social local, les espaces de vie sociale et les fédérations. Des structures dans lesquelles on va retrouver à chaque fois des employeurs et des salariés, chacun étant représenté au sein d'instances paritaires. Michel en a parlé en introduction. Nous agissons dans un cadre paritaire avec des organisations qui représentent à la fois les employeurs, donc pour représenter nos employeurs, une organisation dans la branche et l'ISFA, et puis des organisations qui représentent les salariés de la branche, en l'occurrence la CFDT Santé Sociaux, l'USPAOC-CGT et EFO, la FTAS-EFO, qui donc siègent dans 3 instances au sein de la branche, la CPPNI, Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui négocie la convention collective, la CPNEF qui pilote la politique emploi-formation et la CPSP qui pilote le régime de complémentaire santé et de prévoyance. Un petit point également très rapide sur le financement de la formation professionnelle. Là aussi, on va aller vite parce que on pourrait y passer du temps, mais ce n'est pas forcément le lieu. De toute façon, vous pouvez retrouver les informations dans le support que vous pouvez télécharger. Juste un mot pour quand même préciser que la formation professionnelle, elle est financée par 2 grands circuits, à la fois les fonds légaux dont les taux sont définis par la loi et qui sont, ces fonds légaux, pilotés par France Compétences, qui va ensuite les reverser à différents gestionnaires. Et donc, voilà, différents dispositifs vont être financés via ces fonds-là. C'est sur ces fonds-là qu'on a des grosses tensions. Michel en a parlé également en introduction. Il y a des volontés de faire des économies, notamment sur le CPF, notamment sur l'apprentissage, qui est le principal dispositif en termes de fonds consacrés en matière de formation professionnelle. Différentes mesures sont prises au fil des années pour venir réduire les dépenses sur ce champ-là. Et puis également des tensions sur ce qui revient aux OPCO, parce que dans ces fonds légaux, il y a une partie qui est reversée aux différents OPCO. Nous, notre OPCO, c'est Uniformation. Et ces fonds-là, ils ont vocation à venir financer le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, c'est
important, hein, ces fonds légaux, la loi définit que les fonds légaux ne peuvent financer que le plan de développement des compétences des moins de 50 salariés et ces fonds-là, ils sont de plus en plus restreints d'année en année. D'où l'importance de disposer d'autres ressources et on a la chance dans la branche de disposer de ces ressources à travers les fonds conventionnels. C'est pas le cas dans toutes les branches, mais nous, au sein de notre branche, nous avons une contribution conventionnelle qui est collectée par Uniformation. Hein. Cette contribution, vous la versez directement à Uniformation et ensuite, elle est pilotée par la branche qui va définir les politiques à mettre en place et la gestion administrative, par contre, elle est assurée par l'OPCO. L'OPCO est votre interlocuteur pour mobiliser les dispositifs issus de cette contribution conventionnelle. Et puis, il y a également le dispositif emploi-formation, qui est le dernier type de fonds collectés, qu'on appelle également le 02, qui lui est également collecté par Uniformation, mais qui ensuite est géré en direct par la CPNEF. Et donc ensuite, tout cela fait que selon le dispositif que vous souhaitez mobiliser, l'interlocuteur ne sera pas toujours le même. C'est ce qu'on va voir dans la suite de ce webinaire. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première partie consacrée aux dispositifs à mobiliser auprès de l'OPCO Uniformation. Alors, pour ces dispositifs-là, certains ont vocation à financer des formations de courte durée, à visée professionnalisante, l'idée étant de venir renforcer les compétences des équipes salariées ou à acquérir de nouvelles compétences. Et donc, dans ces formations courtes, si vous souhaitez faire partir uniquement des salariés de votre structure, on va retrouver deux grands dispositifs principaux, le catalogue transversal d'uniformation et les DAF, demandes d'aide financière, qu'on va vous présenter tout de suite rapidement. En commençant par le catalogue transversal national d'uniformation. Alors, ce catalogue, dans vos structures, si vous identifiez des besoins en compétences, il nous paraît prioritaire de d'abord regarder ce qui se passe du côté du catalogue. Le catalogue, c'est une offre clé en main, c'est-à-dire que vous devez vous connecter sur le site de l'OPCO, vous avez accès au catalogue avec toutes les sessions de formation qui peuvent être organisées en présentiel ou à distance. Et donc, vous avez toute l'offre et il vous suffit de vous inscrire aux sessions qui sont programmées par l'OPCO. Et donc voilà, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Ce catalogue, il est destiné uniquement aux structures de moins de 50 salariés. Hein. Je disais tout à l'heure que les fonds légaux ne finançaient que le plan de développement des compétences des structures de moins de 50 salariés. C'est la raison pour laquelle le catalogue étant financé par des fonds légaux, il ne peut être destiné qu'aux structures de moins de 50 salariés. C'est une obligation légale. Ce catalogue, il permet à la fois que les coûts pédagogiques soient pris en charge. Lorsque vous allez sur le catalogue, vous vous inscrivez et vous n'avez rien à régler. Tout est déjà réglé par l'OPCO. Donc, vous n'avez pas de coûts pédagogiques à régler. Et le repas du midi est également pris en charge par Uniformation. Une précision, si d'autres frais annexes peuvent exister, notamment pour les structures qui sont les plus éloignées de l'offre de formation, vous avez la possibilité de faire une DAF frais annexes qui a été mise en place par la CPNEF, qui elle est financée sur les fonds conventionnels et qui va permettre d'assurer des prises en charge d'hébergement, de déplacement, de restauration, si ce type de frais venait à exister dans le cadre là, de l'envoi d'un salarié sur une formation du catalogue Uniformation. Une précision très importante, le catalogue Uniformation 2026 n'est pas encore en ligne, il sera en ligne aux environs du mois d'avril. Pour l'instant, vous ne retrouvez pas encore toutes les formations 2026, ça va arriver. Et par contre, on vous a quand même repris des exemples de formations du catalogue 2025 que vous retrouvez en bas de cette diapositive. Tout ça pour dire que on retrouve à la fois des formations qui peuvent être cœur de métier en matière d'accompagnement des publics, et puis on va retrouver d'autres formations qui vont être plus consacrées à des thématiques de gestion, de communication, de RH, de management. Et donc on a une offre très diversifiée, à la fois sur des formations cœur de métier, sur des formations plus transversales, et ces formations, elles répondent à un grand nombre de besoins en compétences qui nous sont remontés dans les structures de la branche.
D'où l'importance, quand vous établissez vos plans de développement des compétences et que vous le suivez, d'aller consulter ce qui se passe du côté du catalogue Uniformation, car il peut y avoir des réponses à vos besoins. Deuxième grand dispositif en matière de financement à mobiliser auprès de l'OPCO pour des formations qui sont toujours généralement de courte durée. Alors généralement de courte durée parce que les prises en charge sont plafonnées, donc généralement les formations sont assez courtes. Et c'est le dispositif à la fois le plus mobilisé par les structures et le plus connu. Rendor reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est la DAF, la demande d'aide financière. Alors, voilà, comme je l'ai dit, c'est le dispositif à la fois le plus mobilisé et le plus connu. Donc, une nouvelle fois, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, lorsque vous avez un projet de formation au sein de votre structure, vous faites une demande de financement auprès de l'OPCO qui voilà, va prendre en charge la formation avec des critères. Et puis ensuite, il faudra que vous établissiez la demande de remboursement une fois l'action réalisée. Ces DAF, elles peuvent être mobilisées par toutes les structures, quelle que soit leur taille salariale. Et il y a deux grandes modalités de prise en charge et de plafond selon le nombre de stagiaires que vous allez envoyer en formation, avec donc des règles qui sont différentes selon que vous envoyez entre 1 et 4 stagiaires en formation ou selon que vous envoyez 5 stagiaires et plus. On va avoir des prises en charge par heure ou par co-jour avec des plafonds qui sont différents et notamment un plafond porté à 8 000 €, plafond dossier, hein, dans le cadre d'une mobilisation, d'une demande d'aide financière pour l'envoi de 5 stagiaires et plus. L'idée étant de favoriser, c'est la politique de la CPNEF, favoriser le collectif et l'envoi en formation en collectif. Les frais annexes sont pris en charge dans le cadre de ce dispositif. Donc voilà, hébergement, déplacement, restauration, selon les barèmes Uniformation. Et il y a également une possibilité de prise en charge de la rémunération. Mais alors là, c'est uniquement pour les structures de moins de 11 salariés et avec une obligation de remplacement. Un dernier mot sur ces demandes d'aide financière, c'est le fait que le nombre de financements que vous pouvez solliciter et obtenir sur une année, il est plafonné sur l'année civile et ces plafonds, ils vont dépendre de la taille salariale de votre structure. Une précision sur cette taille salariale, elle est établie selon la modalité de calcul des effectifs moyens annuels qui sont issus de la DSN, hein, donc la déclaration sociale nominative. Et donc, c'est important de l'avoir en tête. C'est pas forcément exactement les mêmes modalités de calcul que le calcul du nombre de salariés que vous pouvez appliquer dans d'autres cadres. Donc, on vous a mis le lien que vous avez dans le diapositif, le diaporama, pardon, en bas de cette diapo. N'hésitez pas à cliquer et à aller consulter les règles. Et si vous avez un doute sur la typologie de taille salariale à laquelle votre structure appartient, n'hésitez pas à consulter votre conseiller Uniformation qui pourra vous indiquer si vous êtes pour eux une structure de moins de 11 salariés, une 1149 ou une 50 et plus, évidemment. Tout cela, hein, ça s'applique pour les structures qui sont à la frontière entre deux tranches. C'est important de savoir si vous pouvez mobiliser 7 DAF ou 10 DAF dans l'année. Voilà, comme je disais, des plafonds qui dépendent de la taille salariale, donc 7 DAF pour les moins de 11, 10 DAF pour les structures de 11 à 49 salariés et 25 DAF pour les structures de 50 salariés et plus. Et un dernier mot pour dire que dans le cadre de ces plafonds, cela intègre les DAF légales, donc les DAF qui sont financés par les fonds légaux. On le disait, hein, que ces fonds sont en tension et donc en l'occurrence, une illustration, c'est que ces fonds, ils ne permettent de financer qu'une seule DAF par structure par an et tout le reste est pris en charge par les fonds conventionnels qui viennent compléter. Donc, une nouvelle fois, on voit l'importance d'avoir une contribution conventionnelle pour venir financer ces demandes d'aide financière. Et même pire, comme on est sur des fonds légaux, les DAF légales ne viennent pas financer les DAF pour les structures de plus de 50 salariés. Donc, pour les structures de plus de 50 salariés, les 25 DAF sont financés intégralement via les fonds conventionnels.
Alors, toujours sur les fonds à mobiliser auprès de l'OPCO, toujours sur des projets de formation courtes, on va maintenant parler d'un autre dispositif que vous pouvez mobiliser si vous souhaitez envoyer des salariés de votre structure en formation avec des salariés issus d'autres structures de votre territoire. Et là, on va parler des ACT, les actions collectives territoriales, ACT, qui peuvent être mobilisées à partir du moment où on retrouve des salariés qui viennent de deux structures différentes. Hein, c'est la règle de prise en charge, la première règle. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut qu'il y ait au minimum 5 stagiaires qui participent à l'action de formation. Dès lors qu'il y a deux structures, 5 stagiaires, vous pouvez mobiliser ce financement-là. Si vous mobilisez ce financement-là, notamment, ça ne vient pas décompter une demande de formation dans le cadre des plafonds de DAF. Donc, c'est un des intérêts. Et puis, un des intérêts, c'est de pouvoir envoyer les salariés sur des formations où ils peuvent rencontrer des salariés qui font le même métier, qui sont sur les mêmes emplois dans d'autres structures, et ça permet de favoriser l'échange de pratiques, de prendre du recul, et c'est quand même tout à fait intéressant de pouvoir mobiliser l'ACT également dans une optique de favoriser la montée en compétences de vos équipes salariées. En termes de niveau de prise en charge, nous sommes sur une prise en charge avec un plafond selon un coût jour, 1 800 € maximum par jour de formation, sans limite de nombre de jours. Il y a juste une petite chose à avoir en tête, c'est que si le dossier est supérieur à 20 000 €, donc là on est sur des gros dossiers qui sont assez rares, si ces dossiers sont au-delà de 20 000 €, ils doivent passer devant le comité technique paritaire de la CPNEF, le CTP. Le CTP qui a notamment pour mission, c'est pas sa seule mission, mais il a notamment pour mission de statuer sur des demandes de prise en charge, et notamment pour ces dossiers supérieurs à 20 000 €. Et donc le CTP, ensuite, il va déterminer si la demande est accordée en intégralité ou pas. Et donc le CTP, c'est une instance paritaire, hein, c'est l'organisation qui représente les employeurs et les organisations syndicales de salariés qui vont statuer sur ces demandes-là. Dans le cadre de ces demandes supérieures à 20 000 €, il y a des délais spécifiques à respecter, notamment le fait d'adresser la demande à l'OPCO 2 mois avant le CTP. Donc, il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Il faut bien anticiper ces actions-là. Les dates des réunions des CTP sont consultables sur le site de branche pour pouvoir vous organiser. Et une précision, les frais annexes peuvent être pris en charge dans le cadre de ces dossiers d'ACT. Une petite dernière chose sur le sujet. La procédure administrative est en cours de révision en 2026. Donc, pour les structures qui ont l'habitude de mobiliser ce dispositif, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller uniformation pour en savoir plus sur la nouvelle procédure qui est en cours de mise en place. Elle n'est pas encore tout à fait mise en place partout. Donc, voilà, puis il faut se rapprocher de son conseiller uniformation. Vous pouvez également vous rapprocher de votre référent en région. On reparlera plus tard des référents en région. Dans tous les cas, si vous avez un besoin en compétences et que vous souhaitez que vos salariés puissent partir en formation avec des salariés d'autres structures, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre RR, votre référent en région, qui pourra monter un dossier, qui pourra vous rapprocher d'autres structures et donc monter une action collective parce que ça a beaucoup de sens de partir sur des formations collectives. Voilà pour ces dispositifs que vous pouvez mobiliser auprès de l'OPCO pour des formations courtes. Et pour clore cette première partie, je vais donner la parole à Rendor qui va nous donner quelques éléments chiffrés et puis ensuite on pourra prendre quelques premières questions. Merci Sébastien. Alors, quelques chiffres sur ces trois dispositifs. Sur le catalogue clé en main Uniformation, en 2024, c'est 258 structures qui ont bénéficié de formations pour 375 salariés. Concernant le dispositif de DAF, demande d'aide financière, en 2025, c'est plus de 8 000 dossiers traités et environ 37 000 salariés qui ont été formés grâce à ce dispositif. Concernant enfin les ACT, Actions collectives territoriales, en 2025, c'est environ 450 dossiers et 4 500 salariés qui ont été formés. Donc, en complément de ces chiffres, je vais vous donner quelques chiffres tirés de l'étude sur les pratiques formatives réalisée par l'Observatoire.
Donc, ce qui ressort de cette étude, c'est que le dispositif de DAF est le dispositif le plus connu, avec 73% des employeurs qui ont déclaré bien connaître ce dispositif. Le catalogue Uniformation et les ACT sont quant à eux moins bien connus, avec 39% des employeurs qui ont déclaré bien les connaître. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses concernant ces 3 dispositifs à mobiliser auprès d'Uniformation. Merci Rendor. Alors, effectivement, nous avons reçu plusieurs questions concernant cette première partie. Alors, tout d'abord, concernant le catalogue Uniformation, est-ce que ces formations Uniformation entrent dans les jours de formation pour les points de valorisation de l'expérience? Alors tout à fait. Donc là, vous faites référence au point effectivement de valorisation de l'acquisition de compétences dans l'emploi repère, qui a une obligation, qui est une disposition conventionnelle issue du nouveau système de rémunération en vigueur depuis début 2024. Et effectivement, oui, tout à fait, les formations issues du catalogue Uniformation, elles rentrent bien dans ce cadre-là. Merci Sébastien. On poursuit. Quel est le plafond des prises en charge des coûts pédagogiques et repas du midi? Alors du coup, je ne sais pas sur quel dispositif on était. Sur les coûts pédagogiques dans le cadre des DAF, ça va donc varier selon le nombre de salariés que vous envoyez en formation. Ça, je l'ai dit, on va soit avoir un plafond en termes de coût heure ou de coût jour selon le nombre de salariés que vous envoyez et selon la durée de la formation. Dans le cadre d'une demande, si vous envoyez entre 1 et 4 salariés, on a une prise en charge à hauteur de 65 € pour les formations dont la durée est inférieure à 105 heures et une prise en charge maximum de 15 € si la formation a une durée supérieure à 105 heures. En termes de frais annexes, sur les repas, je crois que la question portait spécifiquement sur les repas, on est sur 30 € par repas. Ces barèmes-là, ils sont disponibles sur le tableau des règles du financement qui est disponible sur le site alisfa.fr. N'hésitez pas à le consulter. On reprend tous les éléments avec tous les barèmes en vigueur. Évidemment, c'est également disponible sur le site d'Uniformation. Donc, n'hésitez pas, vous retrouverez toutes ces informations sur ces 2 canaux. On poursuit parce qu'on a plusieurs questions. Sur quelle année est calculé l'effectif? L'année en cours ou l'année N-1? C'est une bonne question. J'en ai pas la certitude absolue, mais pour moi, c'est sur l'année N-1. Donc voilà. Quelle différence entre DAF et DAF conventionnel? La personne précise 5 000 ou 8 000 €. Ah d'accord. Oui, alors c'est vrai que j'ai une petite précision qu'on a apportée qui n'est pas si importante pour vous. C'est-à-dire que les DAF légales, j'ai dit qu'on avait une seule DAF légale qui pouvait être financée par structure et encore uniquement pour les structures de moins de 50 salariés. Et effectivement, dans les critères de prise en charge via les DAF légales, on a un plafond à hauteur de 5 000 € pour les formations où on envoie 5 salariés ou plus en formation. Nous, dans la branche, on a souhaité que nos DAF conventionnels aillent au-delà en termes de plafond, qu'on aille à 8 000. C'est la volonté de la CPNEF, c'est partie des politiques de la CPNEF de favoriser le collectif. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce petit écart 5 000, 8 000. Pour vous, c'est assez transparent parce que même si vous émargez sur une DAF légale, votre conseiller Uniformation fera en sorte de vous faire émarger sur une DAF conventionnelle si votre dossier est supérieur à 5 000 € pour que vous ayez une prise en charge plus avantageuse. Donc, je pense que si vous devez retenir une information, c'est que pour les DAF qui concernent 5 stagiaires et plus issus de votre structure, le plafond, il est à 8 000 €. Je pense que voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à retenir. Merci Sébastien. Toujours concernant les DAF, nous avons une question. Que signifie donc une DAF légale? Alors voilà, c'est exactement ça. C'est que ces plafonds de DAF, ils intègrent à la fois ce qui est financé en termes de DAF via les fonds légaux et ce qui est financé via les fonds conventionnels. Alors tout ça, c'est assez technique. Pour vous, ça n'a pas grand intérêt. Pour vous, ce qu'il faut retenir, c'est à la fois, c'est qu'on a 7 DAF maximum pour les structures de moins de 11 salariés, 10 DAF
pour les structures de 11 à 49 salariés et 25 DAF pour les structures de 50 salariés et plus. Après, peu importe l'origine des financements, on va dire que la précision permettait de souligner le fait que dans les fonds légaux, il n'y a plus grand-chose pour venir financer les DAF. Et donc, c'était pour illustrer la tension qui pouvait exister sur ces financements et donc l'intérêt d'avoir une contribution conventionnelle qui vienne compléter ces financements. Mais pour vous, en termes de gestion, c'est quelque chose d'assez transparent. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel vous devez forcément vous attarder dans votre gestion de l'envoi de vos salariés en formation. On poursuit. Une question concernant le catalogue Uniformation et une remarque déjà, la publication est très tardive. Pourquoi? En avril, l'année est déjà bien entamée, sachant la période estivale n'est pas propice aux formations dans l'animation. Oui, alors l'OPCO est assez dépendant des moyens dont il peut disposer, sachant que les échanges peuvent parfois s'éterniser avec les ministères pour déterminer les moyens dont dispose l'OPCO pour financer de la formation professionnelle. Donc, il y a déjà cette première chose. Et puis ensuite, l'OPCO, il doit établir des contrats avec tous les organismes de formation qui figurent au catalogue. Il doit définir quel type de formation sera au catalogue, quel organisme de formation va les dispenser, établir un planning ensuite de formation. Donc voilà, il y a tout ce travail à mettre en place. Et donc effectivement, on a une parution qui peut être assez tardive, mais voilà. Bon, on a aussi tributaire, en tout cas l'OPCO est tributaire du cadre réglementaire dans lequel il agit, malheureusement. Merci. Une autre question. Est-ce que les remplacements de personnel pendant les formations peuvent être des heures supplémentaires? Tout à fait, oui, ça peut être des heures supplémentaires. Après, en termes de justificatifs, il faut bien voir avec l'OPCO pour transmettre les bons justificatifs, mais effectivement, ça peut être des heures supplémentaires. Une question concernant la contribution conventionnelle. À quelle date doit-elle être versée? Alors, il y a plusieurs dates, temporalités dans l'année en termes de versement des contributions. Là-dessus, sur ces questions-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre OPCO qui vous donnera toutes les informations précises. Vous avez les informations également sur leur site. Et puis, il y a les réunions d'information collective animées par nos référents région et Uniformation. N'hésitez pas, si vous avez des questions très techniques de ce type-là, à vous rendre à ces réunions pour poser les questions. Une question désormais concernant les ACT, deux structures différentes qui peuvent avoir le même sirène, mais deux sirènes différents? Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui était possible l'an passé auprès de l'OPCO. Alors on pourrait vérifier si dans les règles de gestion qui sont appliquées par l'OPCO, cela est encore possible, mais en toute vraisemblance, ça devrait encore l'être. Donc effectivement, vous pouvez envoyer des salariés avec deux sirènes différents, même si le sirène est le même. Autre question, pour les formations AIGA, l'accord de la DAF est systématiquement d'environ 50% du montant de la formation. Pourquoi? Alors, il faudrait rentrer dans le détail du dossier pour voir ce qui bloque. Là, encore une fois, si vous avez une prise en charge partielle de la part de l'OPCO, n'hésitez pas à échanger avec votre conseiller Uniformation, qui est votre premier interlocuteur, pour comprendre le pourquoi du comment. Là, comme ça, j'aurais tendance à imaginer qu'on est sur les barèmes de prise en charge en termes de coûts heures ou de coûts jours, si c'est une formation collective. Il va y avoir des coûts qui dépassent les plafonds de prise en charge. C'est ce qui, j'imagine, explique une prise en charge qui est partielle. Merci Sébastien. Une question désormais concernant les élus CSE. Une formation élus CSE qui a été refusée en DAF et acceptée en ACT. Pourquoi? Alors c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire qu'il y a pu y avoir une erreur de la part du conseiller Uniformation. Normalement, une formation ne peut pas être acceptée pour une thématique sur un financement et pas sur un autre. Donc après, il y a peut-être eu un flou. Là, c'est pareil, il faudrait rentrer dans le dossier. N'hésitez pas, si vous avez ce genre de problématique, à échanger avec votre conseiller Uniformation. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez également nous solliciter à la permanence de la CPNEF, nous envoyer les éléments à l'adresse cpnef@cpnef.com pour qu'on regarde. Et parfois, il peut y avoir
des choses qui sont des règles qui sont pas forcément appliquées de la même façon partout. Nous, c'est important qu'on le sache pour qu'on puisse faire remonter et pour que les règles puissent être à nouveau transmises à toutes les délégations. Parce qu'il y a beaucoup de règles différentes à connaître et donc effectivement, parfois, on peut constater des petits points où il faut reclarifier certaines règles, certaines modalités de prise en charge auprès des délégations. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter, si besoin, ce type de problématique. Peut-être que nous pouvons prendre une dernière question pour cette première session de questions-réponses. Donc, je fais partie d'une crèche associative à gestion parentale et ayant donc de nombreux bénévoles. Pouvez-vous expliquer dans quelle mesure ces bénévoles peuvent faire partie des stagiaires? Catalogue, DAF, ACT. Merci. Alors, les bénévoles, il y a des dispositifs qui sont réservés aux bénévoles qui font partie des instances de gouvernance de la structure. Donc là, je ne sais pas si c'est le cas, il y a des chances que ce soit le cas. Ça, on en parlera plus tard sur les dispositifs pour financer la formation des bénévoles. Effectivement, ça existe. Et puis ensuite, dans les structures, on peut avoir des bénévoles d'activité qui animent des temps d'activité qui font pas partie des instances de gouvernance, qui font pas partie du conseil d'administration, qui ne font pas partie du bureau. Et donc, ces bénévoles-là, ils peuvent être formés avec les salariés dans le cadre d'actions collectives. Si vous allez sur la diapo DAF quand vous la revisionnerez, vous verrez que pour les DAF où vous envoyez 5 stagiaires et plus en formation, vous pouvez y intégrer des bénévoles qui soient membres des instances de gouvernance ou pas. Il faut juste qu'il y ait plus de salariés qui soient intégrés à la formation que de bénévoles. Mais en tout cas, ces bénévoles peuvent profiter de ces formations dans ces cadres-là. Nous avons encore beaucoup de questions qui arrivent. Je ne sais pas, Sébastien, si tu souhaites les prendre ou si nous sommes pris par le temps. Bon, on peut peut-être encore en prendre 3 ou 4 et puis ensuite on enchaînera et puis après on aura d'autres temps de questions-réponses. Donc peut-être qu'on pourra en reprendre au fur et à mesure. Très bien, très bien. Le plafond de 5 000 €, est-ce bien pour une DAF? Donc, si entre 11 et 49 salariés, si on envoie 3 salariés à des formations différentes, pourra-t-on mobiliser 3 DAF avec chacun 5 000 € max de plafond? Exactement. C'est exactement ça la règle. Le plafond, ça s'applique bien sur un dossier de formation qui intègre les coûts pédagogiques, les frais annexes et les éventuels frais de rémunération. Et donc, ce n'est pas un coût pour l'ensemble des DAF sur l'année, mais c'est bien un coût par DAF. Enfin, un plafond par DAF, pardon. Merci Sébastien. Y a-t-il un nombre maximum d'ACT? Il n'y a pas de nombre maximum d'ACT. Donc voilà, vous pouvez envoyer des salariés en formation sur le nombre d'ACT que vous souhaitez, sachant qu'une nouvelle fois, les financements via les ACT ne sont pas pris en compte dans le cadre du décompte du nombre annuel de DAF. Autre question, pouvez-vous nous confirmer que les frais annexes continuent à être pris en charge et que ce sont les DAF certifiantes là où les frais annexes ne sont plus pris en charge? Merci. Alors tout à fait, les DAF certifiantes, on va y venir juste après, c'est la partie d'après du webinaire. Dans le cadre des DAF et des ACT, les frais annexes restent pris en charge. Dans le cadre de la DAF certifiante, ce n'est plus le cas, mais ça du coup on va en parler juste après. Notre question concernant les ACT, pouvez-vous repréciser sur les sirènes, sirettes différents? Notre conseiller nous a confirmé que c'était sirènes différents. Nous sommes une association avec un sirène, mais 37 sirettes. Nous sommes limités à 25 DAF. Les ACT avec sirettes différents, mais sirènes identiques serait une solution parfaite, mais qui nous ont été refusées l'année dernière. Merci pour vos précisions. D'accord. Alors nous, on a eu des cas de figure différents qui se sont présentés à nous, qui nous ont été remontés. Donc là, sur ces dossiers-là, n'hésitez pas à nous faire remonter. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les règles soient cohérentes sur tout le territoire et qu'elles s'appliquent de la même façon pour tous. Donc voilà, typiquement sur ce genre de dossier, n'hésitez pas à nous faire remonter et nous, ensuite, on échange avec l'OPCO. C'est vraiment notre interlocuteur quotidien, l'OPCO, au niveau national. Donc, pour qu'on puisse échanger avec eux, n'hésitez pas à nous faire remonter ces dossiers très spécifiques et ces cas de figure pour qu'on puisse en parler avec eux.
Encore une petite question. Les frais annexes sur une formation font-ils partie du montant de la DAF? Tout à fait. Dans le cadre d'un dossier DAF, on prend en compte le coût pédagogique, les frais annexes et donc les éventuels frais de rémunération. Et c'est donc sur ce total qu'ensuite va être établi le plafond à 5 000 € ou à 8 000 € selon le nombre de salariés qui partent en formation. Allez, peut-être une petite dernière, Sébastien. Allez. Dans le cadre des ACT, est-ce qu'un organisme de formation peut en organiser pour des établissements secondaires? Avec une précision, même sirène entre établissement principal et secondaire, mais sirette différent pour tous. Est-ce qu'un organisme de formation qui a le même sirène que les structures participantes, c'est ça, hein? Attends, je relis la question. Dans le cadre des ACT, est-ce qu'un organisme de formation peut en organiser pour des établissements secondaires? Même sirène entre un établissement principal et secondaire, mais les sirènes sont différents. Ok. Alors, si un organisme de formation organise des formations à destination de structures qui partagent le même sirène, là, dans ce cadre, on va être dans le cadre de la formation interne avec des modalités de prise en charge différentes où il y a uniquement la rémunération du formateur qui va être prise en charge avec un plafond. Donc, on est sur des règles de prise en charge un peu différentes. Et donc là, pareil, bien borner les choses avec le conseiller uniformation avant de monter le dossier de formation. Bon, j'avais dit dernière, mais peut-être une toute dernière qui vient de nous arriver, Sébastien. Est-ce que les frais annexes dans le cadre d'une action de formation du catalogue uniformation sont comptabilisés dans le plafond des 7 DAF? C'est une bonne question. Non, ce n'est pas comptabilisé, c'est voilà, un décompte autre. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'utilisation de ce catalogue uniformation. Hein. C'est vrai qu'on le met en avant parce qu'il est à la fois très pratique, il répond à des besoins. Il est financé via les fonds légaux qui restent encore et qui subsistent. Donc, c'est important de les mobiliser, ces fonds-là. C'est d'autant plus important qu'il y a quand même beaucoup de sessions de formation du catalogue qui se retrouvent annulées faute de participants. Et c'est quand même toujours dommage que les choses soient organisées et qu'elles ne puissent pas se tenir car il n'y a pas assez de participants. Donc, la volonté de la CPNUF, c'est d'encourager l'envoi des salariés sur les formations du catalogue uniformation. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place cette fameuse DAF frais annexes pour assurer les prises en charge des frais annexes lorsque un salarié part en formation du catalogue uniformation et afin de s'assurer que le dispositif soit mobilisé sans qu'il y ait de limites pour les structures, ce décompte de ces DAF spécifiques n'est pas pris en compte dans le décompte des plafonds de DAF annuels. Merci Sébastien. Je m'arrête là pour cette session et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Anna-Laura. Je vous propose qu'on reste sur les financements à mobiliser auprès de l'OPCO, mais cette fois-ci, on va parler des projets de formation certifiante. Donc là, on est sur des formations de plus longue durée qui visent à acquérir une nouvelle certification, un nouveau diplôme, et on va parler de 3 grands dispositifs: la période de reconversion, la DAF certifiante et la VAE. Alors, beaucoup de choses à dire sur ces dispositifs-là, car c'est vraiment dans cette partie-là qu'on va retrouver le plus de changements par rapport à l'année 2025. La présidence l'a abordé dans le cadre de son introduction. Il y a un changement réglementaire majeur en la matière, puisque au 1er janvier 2026, la PROA a disparu. Donc la PROA, c'était le dispositif dont on avait l'habitude de parler dans le cadre notamment de nos webinaires. Et ben, la PROA n'existe plus, ça y est, elle a été remplacée par la période de reconversion. Elle a été remplacée par la période de reconversion dans le cadre d'une loi qui a été publiée le 24 octobre 2025. Donc 24 octobre 2025 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2026, des délais très restreints. Est tellement restreint qu'en l'occurrence, le dispositif qui devait exister au 1er janvier 2026, dans les faits, il n'existe pas. Il ne vous est pas possible aujourd'hui de formuler une demande de financement sur la période de reconversion, car opérationnellement, le dispositif n'est pas encore actif au sein des OPCO.
Ce qu'on sait de ce dispositif, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, mais il y a des choses qu'on sait. Et on sait notamment que ce dispositif, il est ouvert à tous les salariés, que ce dispositif, donc, l'idée pour le salarié, ça va être de se former sur une formation inscrite au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, avec une nouveauté par rapport à la proie, c'est que désormais, un salarié, il pourra viser l'obtention uniquement d'un ou plusieurs blocs de compétences de ces certifications. Et donc, pour se former, ce salarié, il va pouvoir rester dans sa structure, donc rester dans votre structure dans le cadre de ce qu'on appelle une mobilité interne. Dans ce cas-là, on se retrouve sur quelque chose qui est très proche de la proie. Le contrat de travail est maintenu, la rémunération est maintenue, et donc le salarié se forme sur son temps de travail. Mais la grande nouveauté par rapport à la proie, c'est que cette mobilité pourra également se faire en externe. Et donc là, le salarié change de structure et il signe un nouveau contrat de travail dans une nouvelle structure, un contrat de travail qui devra être un CDI ou un CDD supérieur à 6 mois. Et donc là, le contrat de travail dans l'entreprise, dans la structure d'origine, il est suspendu et puis il va même prendre fin si la période d'essai du salarié dans sa nouvelle structure est validée. Voilà, c'est une grosse nouveauté. Donc, comme on l'a dit, ce dispositif, il va venir financer l'obtention d'une formation inscrite au RNCP selon des modalités, des niveaux de prise en charge qui restent à définir. Donc là, on est quand même dans l'incertitude, ce qui complique un peu les choses. Il y a une chose qu'on sait, c'est que il y aura la possibilité de mobiliser le CPF dans le cadre de ce dispositif, ce qui n'était pas possible via la proie. Cette fois-ci, le salarié pourra participer au financement de son action de formation en mobilisant ses droits inscrits sur son CPF, donc CPF, compte personnel de formation. On sait qu'il pourra mobiliser au maximum 50% de ses droits si l'action se fait en interne et il pourra mobiliser 100% si l'action se fait en externe. Donc ça, c'est les choses qu'on sait. Et puis, reste tout un tas d'incertitudes au niveau du cadre réglementaire, au niveau donc des niveaux de prise en charge, des moyens qui seront consacrés. Voilà, il y a des grosses incertitudes sur les moyens que le gouvernement va consacrer à ce dispositif et va donner aux OPCO pour financer le dispositif. Et puis également sur l'application opérationnelle du dispositif. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas possible de le mobiliser. Les étapes à venir, c'est déjà que le gouvernement publie des décrets d'application. Pour l'instant, ils ne sont pas publiés, donc le dispositif ne peut pas exister de façon très concrète. Dès lors que ces décrets seront publiés, les OPCO vont pouvoir s'attacher à travailler sur la mise en place opérationnelle. Il y a plein de questions qui se posent à travers ce dispositif. Une question, par exemple, c'est comment on fait pour articuler le financement via l'OPCO et financement via le CPF. Il y a plein de travail à faire qui est pas forcément très simple et sur lequel les OPCO vont devoir plancher. Évidemment, ils ont déjà commencé à plancher en parallèle, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que tout simplement, ils n'ont pas les informations. Et puis, une fois que le gouvernement aura fait son travail, une fois que les OPCO auront fait leur travail, au niveau de la branche, on aura également un travail à faire, une négociation en CPPNI pour définir le cadre réglementaire. Et puis, la CPNEF devra également travailler sur les modalités de prise en charge via ce dispositif. Donc voilà, quels moyens conventionnels on va greffer à cette période de reconversion pour assurer des prises en charge pour vous via ce dispositif. Voilà, ce dispositif, il se mettra en place sur l'année et évidemment, ça fera partie des gros sujets sur lesquels on vous tiendra informé à chaque fois des étapes et des nouveautés qui se mettront en place sur l'année 2026. Alors, la période de reconversion n'existe pas encore, la proie n'existe plus, ce qui fait qu'on a un cadre réglementaire qui évolue très largement, qui est venu percuter les travaux de la branche. La CPNEF de la branche ALISFA a travaillé tout au long de l'année 2025 à réfléchir aux dispositifs à mettre en place pour l'année 2026. L'objectif était que ces dispositifs soient validés le plus rapidement possible. À chaque fois, l'idée, c'est que les organisations qui représentent les employeurs
et les organisations qui représentent les salariés se mettent d'accord. Donc, ça impose de la négociation et ça impose du temps pour se mettre d'accord. C'est pour ça qu'on lance les travaux assez rapidement généralement pour vous transmettre une information le plus rapidement possible sur les conditions de prise en charge en année N+1 pour que vous puissiez anticiper vos demandes de financement, vos plans de développement des compétences. Et là, il se trouve que l'actualité est venue percuter le travail de la CPNEF. Et donc voilà, on a cette période de reconversion qui a été mise en place à la fois, qui était prévue pour une mise en place en 2026, et on anticipait que vu les délais, tout ne serait pas opérationnel, tout ne roulerait pas au 1er janvier. C'est pourquoi la branche ALISFA, elle a décidé en fin d'année de mettre en place un dispositif transitoire pour continuer de financer des formations certifiantes. Et donc, c'est la DAF formation certifiante dont les modalités de prise en charge ont été remodelées. Et vous avez donc les modalités qui sont présentées ici. Cette DAF formation certifiante, elle peut être mobilisée pour toutes les formations qui figurent au RNCP ou au répertoire spécifique ou qui sont des certificats de qualification professionnelle. Il faut quand même que ces formations aient une durée minimum de 70 heures. Et puis ensuite, les coûts pédagogiques seront pris en charge au coût réel. Donc, il n'y a pas de plafond en termes de prise en charge globale. Le plafond s'applique sur les heures de formation. Hein. On a une prise en charge maximum de 15 € par heure de formation. Mais après, il n'y a pas de plafond en termes de nombre d'heures et donc en termes de coût global du dossier. Ne sont pris en charge à travers ce dispositif transitoire que les coûts pédagogiques, les frais annexes et les frais de rémunération ne sont pas pris en charge. Une précision d'importance, pensez à anticiper l'envoi de vos demandes de financement sur ces dispositifs. On est généralement sur des formations longues, donc généralement ça impose de l'organisation pour pouvoir se permettre d'envoyer un salarié sur ces formations-là. Et donc, il faut également anticiper vraiment l'envoi de la demande de financement à l'OPCO. Ce qu'il faut, c'est envoyer son dossier au minimum 1 mois avant le démarrage de l'action. Et il y a quand même une précision importante, c'est que l'OPCO appliquera des refus systématiques si la demande de financement est envoyée après le démarrage de la formation. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, mais nous, on vous recommande vraiment vivement d'envoyer votre dossier au moins 1 mois avant le début de l'action, puisqu'en plus, ça sécurisera le financement et ça vous évitera de vous retrouver dans une situation où, au moment où la formation commence, vous n'avez pas la certitude sur qu'est-ce qui est pris en charge par l'OPCO et quel peut être potentiellement le reste à charge pour votre structure. D'où l'importance vraiment d'anticiper. Et puis, un dernier mot, ce dispositif, on l'a dit, il est transitoire, il s'applique sur le premier semestre 2026. Donc pour le moment, peuvent être pris en charge toutes les formations qui débutent entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026. Et on attend de voir l'évolution sur la période de reconversion, la mise en place de ce dispositif. Une fois que ce dispositif sera concrètement mis en place, on pourra revoir en CPNEF comment sont financées les formations certifiantes, à la fois via la période de reconversion et via éventuellement la DAF formation certifiante, si celle-ci continuait d'exister. Une dernière précision, les dossiers DAF certifiantes ne sont pas pris en charge dans le cadre des plafonds annuels de DAF. Hein, c'est le petit message en haut à droite de la diapo. Ça vaut toujours le coup de le préciser. Et un dernier mot sur l'accès à une nouvelle certification, l'obtention d'une nouvelle certification, puisque on peut obtenir une certification en se formant, mais on peut aussi faire reconnaître son expérience professionnelle. Et là, on va parler de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, hein, à travers lequel un salarié va faire reconnaître son expérience professionnelle et permettre d'obtenir une nouvelle certification, un nouveau diplôme. Vous pouvez avoir des salariés au sein de votre structure qui veulent se lancer dans la démarche. Hein, et d'ailleurs, dans la logique, le dispositif est de plus en plus ciblé comme étant à l'initiative du salarié, notamment par la mise en place de France VAE. France VAE, qui est la plateforme sur laquelle le salarié va s'inscrire et va ensuite gérer tout son dossier de VAE. France VAE reste quelque chose qui se met progressivement en application,
toutes les certifications ne figurent pas sur France VE, donc il est important de se renseigner sur quelles certifications existent et quelles certifications ne sont pas encore sur France VE, ce qui impose de passer par l'ancien système pour se lancer dans la démarche de VAE. Sur France VE, ce que vous pouvez déjà retenir, c'est que toutes les certifications de la filière petite enfance y sont. On y retrouve le CAP accompagnement éducatif petite enfance, le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, le diplôme d'état de JE et également le nouveau titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance qui vient d'être créé et qui est déjà sur France VE. Et une autre précision, parce que je pense que la question pourrait être posée, pour ce qui est des diplômes de la filière jeunesse et sport, les diplômes de l'éducation populaire, CPGEP, BPGEPS, etc., ils ne figurent pas encore sur France VE. En termes de financement, deux possibilités. Soit vous souhaitez accompagner votre salarié dans le cadre de sa VE, donc le salarié veut faire une VE, vous en parlez, vous souhaitez l'accompagner. Dans ce cas-là, vous pouvez mobiliser des fonds auprès de l'OPCO via une DAF VAE. Ce n'est pas précisé ici, mais ça ne rentre pas en compte dans le calcul du plafond annuel de DAF. Et là, on va avoir un financement qui va pouvoir porter uniquement sur la démarche VAE, donc le coût de l'accompagnement pour la VAE avec un plafond sur la prise en charge de 3 000 €. Et on peut avoir des démarches qui sont mixtes, c'est-à-dire qui intègrent à la fois l'accompagnement à la VAE par un architecte accompagnateur de parcours et également des heures de formation, car parfois pour favoriser la VAE et pour maximiser les chances que le salarié valide son dossier de VAE, il est nécessaire qu'il puisse un peu compléter ses compétences. Donc qu'il ait besoin d'une formation complémentaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un plafond à hauteur de 5 000 € si le dossier il intègre à la fois un accompagnement VAE plus des heures de formation. Et puis l'autre grand dispositif qui peut être mobilisé pour financer la VAE, c'est le CPF. Dans ce cas-là, c'est le salarié qui a l'initiative. Le CPF, c'est le salarié qui a la main sur son CPF, évidemment. Mais vous, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de cofinancer le CPF du salarié si vous souhaitez soutenir le projet de formation. Donc, voilà, c'est important de l'avoir en tête. On va refaire un petit point sur quelques éléments chiffrés avec Rendor et puis ensuite, on reprendra quelques questions. Merci. Alors, quelques chiffres clés sur ces dispositifs. Alors, la PROA et la DAF formation certifiante, en 2025, c'est environ 400 salariés qui sont partis en formation via les fonds conventionnels. Toujours pour faire un parallèle avec l'étude sur la connaissance des dispositifs de formation menée par l'Observatoire, donc en 2025, on a 21% des employeurs qui ont déclaré bien connaître ce dispositif, donc PROA et DAF certifiante. Quelques informations générales également. Sur les diplômes financés par la branche, donc via les fonds conventionnels, on retrouve ceux de la filière animation, donc le BPGEPS, le DEGEPS et le DES-GEPS, et de façon moins prononcée, ceux de la filière petite enfance avec le DEAEP et le diplôme de EJE. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses pour cette section. Merci Rendor. Merci Rendor. Alors, nous avons reçu beaucoup de questions. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Elles sont toutes très intéressantes. Sébastien, quelle est la différence entre la période de reconversion et le dispositif de transition professionnelle? Alors, la période de reconversion, ça va être un dispositif qui est à la main de l'employeur, à l'initiative de l'employeur. Le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui est davantage pensé comme étant à l'initiative du salarié. Les dossiers ne sont pas envoyés au même endroit. Le période de reconversion, votre interlocuteur, ça va être l'OPCO. Le projet de transition professionnelle, c'est quelque chose qui se passe au niveau des associations de transition professionnelle. Je ne vais pas en dire forcément beaucoup plus parce qu'on va en parler de ce dispositif juste après. Et on a des modalités de prise en charge qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, on a quand même des objets qui sont différents, des interlocuteurs qui sont différents. Mais par contre,
ce qu'il y a de similaire, c'est que dans les deux cas, il s'agit de se former pour obtenir une nouvelle certification, un nouveau diplôme pour le salarié. Donc, on a quand même quelque chose, voilà, la finalité est la même. Merci Sébastien. Une petite question à laquelle je vais répondre peut-être très rapidement. Où pouvons-nous retrouver le support présenté aujourd'hui? Vous pouvez le retrouver directement dans la session. Vous avez un petit onglet avec un document, avec un petit trombone. Vous pouvez cliquer dessus et télécharger la présentation. Sinon, le support sera mis en ligne sur le site de la branche. On continue avec les questions formation. Un salarié a commencé une PROA chez un employeur. Nous souhaitons le recruter. La PROA est-elle transférable d'un employeur à un autre? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que là, le mieux, pour éviter que je vous dise une bêtise, là, c'est vraiment de vous rapprocher de votre conseiller Uniformation. Parce que moi, j'aurais tendance à répondre non, mais je pense que c'est mieux de borner les choses avec votre conseiller Uniformation. Autre question, un salarié en arrêt maladie suite à un accident de travail peut-il suivre une formation? Un salarié en arrêt maladie peut suivre une formation, tout à fait. Est-ce qu'on peut envisager la période de reconversion pour une VAE? La période de reconversion, alors là, vous me posez une colle. Je ne sais plus si la période de reconversion a vocation à financer la VE. Dans tous les cas, quand la période de reconversion va être mise en place, on vous apportera toutes les infos, notamment toutes les informations techniques pour, voilà, pour que vous sachiez exactement dans quel cadre vous pouvez venir mobiliser ce dispositif. Alors effectivement, la PROA permettait de financer de la VE. La période de reconversion, je me pose la question et il faudra que je relise les textes de loi pour avoir les éléments, s'ils sont bien définis, parce que parfois des choses passent par décret d'application. Alors, y a-t-il des mobilisations de financement possibles concernant les bilans de compétences et lesquels? Alors, tout à fait, pour un bilan de compétences, vous pouvez notamment mobiliser une DAF. Ça fait partie des actions qui peuvent être financées via une DAF. Le salarié peut mobiliser son CPF. Alors, il y a eu des incertitudes à ce sujet-là, mais il peut continuer à mobiliser son CPF. Mais en tout cas, vous, en tant que structure, si vous voulez accompagner un projet de bilan de compétences, par exemple, la DAF peut être un moyen de le financer. Merci Sébastien. Les formations courtes, c'est-à-dire moins de 70 heures et certifiantes au répertoire spécifique, sont-elles considérées comme des DAF certifiantes? Alors non, parce que la formation dure moins de 70 heures. Et là, du coup, elle ne rentre pas dans le cadre de ce dispositif-là. En revanche, la formation peut être financée via une DAF classique. Donc là, il y aura un plafond de prise en charge. Donc après, c'est à vous de voir ce qu'il en est en termes de reste à charge, etc. Mais en tout cas, le dispositif peut émarger sur une DAF classique. Si on souhaite financer une formation diplômante, est-on obligé d'attendre les décrets pour la période de reconversion ou alors peut-on passer par une DAF formation certifiante? Et si oui, ces DAF viennent-elles déduire le nombre de DAF total à l'année? Alors non, effectivement, l'idée de la CPNEF, c'était vraiment de mettre en place ce dispositif transitoire parce qu'on pressentait que les choses n'allaient pas pouvoir se mettre en place de façon aussi simple sur la période de reconversion, qui est quand même un remodelage de la PROA d'ampleur. Et donc, le dispositif formation certifiante, il peut être mobilisé dès maintenant pour des formations qui débutent entre le 1er janvier et le 30 juin 2026. Donc n'hésitez pas. Et si vous le mobilisez, ça ne viendra pas être décompté de votre plafond. C'est deux choses différentes. Donc voilà, ça ne vient pas décompter le nombre de DAF que vous pouvez formuler sur l'année. Merci Sébastien. On continue, on a beaucoup de questions. On va peut-être juste en prendre qu'une parce qu'après on va être pris par le temps. Donc, très bien, ok. Alors, peut-on faire une DAF certifiante par bloc de certification et pas sur le titre intégral? Est-ce qu'on peut faire une DAF certifiante sur un bloc de compétences? Oui. Ce n'est pas prévu à ce jour, mais ça peut faire partie des évolutions possibles à l'avenir, étant donné que la période de reconversion permettra d'obtenir uniquement un ou plusieurs blocs de compétences. Donc, ça peut faire partie des évolutions à venir sur 2026.
Et du coup, désolé, il est déjà 12h05, il nous reste déjà plus que 25 minutes et on a encore pas mal de choses à voir. Donc, désolé, on va passer à la partie suivante. On aura d'autres sessions de questions-réponses. Alors, peut-être qu'on pourra en reprendre des questions, de ces précédentes questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Et je vous propose qu'on enchaîne rapidement, toujours sur les dispositifs à mobiliser auprès de l'OPCO, sur 3 autres dispositifs. On va passer très rapidement parce que malheureusement, on est pris par le temps. De toute manière, vous retrouvez toutes les informations dans nos communications et vous avez des réunions d'information collective, ça on le répète, organisées par les référents en région avec une information. Donc vous aurez également tous ces éléments qui vous seront transmis. On va faire un petit point sur 3 autres dispositifs à mobiliser auprès de l'OPCO. Les frais de jury, VAE ou examen. Si votre salarié il souhaite participer à un jury, il vous est possible de faire une demande de remboursement de la rémunération du salarié. Le salarié, il participe à ce jury sur son temps de travail et donc la CPNF a mis en place ce dispositif qui n'est pas décompté, pareil, dans les plafonds de DAF. Vous pouvez vous faire rembourser la rémunération de votre salarié dans la limite de 15 € par heure d'absence du salarié. Et ensuite, en termes de prise en charge des frais annexes, là, tout se passe avec l'organisme certificateur. Le salarié, il a également une rémunération complémentaire qui est prévue parce que tout cela impose un travail de sa part pour participer à un jury. Mais en tout cas, la branche, elle souhaite soutenir ces démarches-là. On trouve que c'est important de participer au jury, déjà parce qu'il manque de monde dans les jurys. Et donc, pour que les VAE puissent aller au bout dans des délais plus rapides, il y a besoin d'envoyer des salariés dans les jurys. Et puis, il y a un intérêt pour le salarié de participer à ces jurys. C'est l'occasion de prendre du recul sur sa pratique, voilà, de prendre de la hauteur sur ses compétences, de faire le point, d'échanger avec d'autres salariés. Donc c'est toujours très formateur pour les salariés et tous les retours qu'on a sont toujours très positifs là-dessus. Donc n'hésitez pas à envoyer les salariés de votre structure sur ces jurys et donc vous avez ce petit dispositif qui vous permet voilà d'accompagner et qui vous permet au moins d'avoir un remboursement partiel de la rémunération des salariés qui s'absentent. Autre dispositif en matière de tutorat. D'abord, un rappel, dans le cas d'un apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, il y a l'obligation de nommer un maître d'apprentissage ou un tuteur, et également une obligation conventionnelle de verser une prime à ce tuteur ou à ce maître d'apprentissage, une prime de 50 €. Cette prime, vous pouvez vous la faire rembourser, pareil, financement à mobiliser auprès de l'OPCO. Et financement mobilisé uniquement dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Ce n'est pas possible de se faire rembourser cette prime dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, tout simplement car ce serait assimilé à du financement de formation initiale par des fonds conventionnels. C'est assez technique, mais en tout cas, c'est impossible légalement. Notre accord formation posait le fait que nous souhaitions financer également le remboursement de cette prime tuteur et de cette prime maître d'apprentissage dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Et la disposition qui était souhaitée par les partenaires sociaux de la branche ALISFA, elle a été censurée par le ministère du Travail car c'est légalement impossible. Donc voilà, quelque chose, on est obligé de respecter le cadre réglementaire dans lequel on agit. Une obligation également de former son maître d'apprentissage ou son tuteur. Et là, pareil, il y a des financements spécifiques. Il y a à la fois des formations dans le catalogue Uniformation, donc encore une fois l'intérêt d'aller consulter le catalogue, qui sont ciblés sur les maîtres d'apprentissage et les tuteurs, et qui sont même parfois ciblés sur nos cœurs de métier. Donc il y a des formations spécifiques à nos métiers en termes d'accompagnement des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Et si les formations qui sont proposées ne vous vont pas pour telle ou telle raison, vous pouvez trouver une autre formation et il y a donc un dispositif spécifique avec une prise en charge à 15 € par heure de formation. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, la formation des bénévoles, qui est un autre dispositif mis en place dans la branche. Les bénévoles, effectivement, ils sont au cœur de nos structures. La personne tout à l'heure qui nous interrogeait parlait d'une crèche parentale. Donc, effectivement, là, les bénévoles sont au cœur, mais en fait, ils sont au cœur de toutes les structures de la branche ALISFA. Nous agissons sur un modèle associatif.
Et donc, les bénévoles sont au cœur du réacteur dans les instances de gouvernance et la CPNEF a mis en place des prises en charge pour que ces dirigeants bénévoles puissent faire des formations en lien avec leur mandat au sein des instances. Et donc là, en termes de règles de prise en charge, on est sur des choses similaires à ce qui est appliqué pour les salariés, avec des prises en charge qui vont varier selon le nombre d'heures de formation, selon le nombre de bénévoles qu'on envoie en formation. On a également le modèle ACT qu'on retrouve si vous envoyez des bénévoles de votre structure avec des bénévoles d'autres structures. Donc voilà, on retrouve, en termes de coût pédagogique, on est sur les mêmes modalités que l'envoi de formation en salarié. En revanche, il n'y a pas de prise en charge des frais annexes. Et donc, en termes de démarche, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller uniformation ou de votre RR. Voilà, j'ai essayé d'aller très vite sur cette partie. Peut-être qu'on peut reprendre une ou deux questions à ce niveau-là. Anna-Laura. Oui, tout à fait. Nous avons reçu encore d'autres questions. Alors, pour les frais de jury, y a-t-il une prise en charge possible de l'OPCO pour les frais de déplacement? Alors, de l'OPCO, non. Il n'y a pas de prise en charge là-dessus, mais souvent le certificateur, il prend en charge certains des frais annexes et notamment les frais de déplacement. Donc là, c'est plus avec le certificateur qui organise le jury que ça va se passer, mais ça ne sera pas au niveau de l'OPCO. Merci Sébastien. Une autre question, comment instruire ce dispositif jury? Je pense comment déposer la demande de financement. Alors en termes de démarche, vous avez tous les détails dans notre tableau des règles. Donc là, j'ai plus les éléments en tête là, mais en tout cas, il faut faire une DAF jury examen. Et si vous avez un doute, de toute façon, c'est toujours de toute façon ce qu'il faut faire, se rapprocher de son conseiller uniformation pour s'assurer que la demande émarge sur la bonne ligne. Mais tout cela passe par une DAF. Et encore une fois, une DAF qui ne sera pas décomptée du plafond dont on a parlé tout à l'heure. Autre question concernant le tutorat, est-ce que cela concerne les stages? Alors non, là, il n'y a pas le même niveau d'obligation, il n'y a pas de prime qui est prévue. Donc non, on est sur des règles, les règles dont on a parlé, c'est des règles qui s'appliquent uniquement pour l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Et peut-être pour la période de reconversion, mais ça, on l'ignore encore. Autre petite question, peut-être la dernière. Nous avons eu des accords de Pro A en décembre pour les VAE auxiliaires de puériculture et de JE. Uniformation nous a en parallèle accordé des frais de tutorat pour le tuteur des EJE. Est-il possible d'avoir ce même financement pour le tuteur des auxiliaires de puériculture? A priori, oui, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les mêmes financements. Donc, sauf s'il y a une spécificité en particulier dans le dossier qui ferait que, mais là, comme ça, normalement, oui. Merci beaucoup. Donc, désolé pour toutes les structures, tous les participants qui nous posent des questions et auxquels on n'a pas le temps de répondre. Je vous propose qu'on passe à la partie suivante. On a parlé des dispositifs à mobiliser auprès de l'OPCO Uniformation. On va maintenant parler des dispositifs à mobiliser auprès de la CPNEF. Donc là, c'est des dispositifs issus du dispositif emploi formation. Si vous vous rappelez de la slide tout au début avec les différentes sources de financement, on avait des fonds conventionnels qui sont gérés par l'OPCO et on a ce dispositif emploi formation, le 02, qui est géré par la CPNEF et qui permettent de financer des choses qui ne peuvent pas être financées par l'OPCO pour des considérations réglementaires et donc on vient les financer en direct sur ce dispositif. C'est nous qui les instruisons, qui les gérons et en l'occurrence en termes d'instruction, c'est Corinne Poteau et Laurie Brunoir qui sont là ici. Et donc on va vous parler de ça maintenant, les financements à mobiliser auprès de la CPNEF en direct. Corinne va nous présenter les différents dispositifs et puis ensuite Laurie vous fera un point sur la façon de solliciter ces dispositifs. Rebonjour. Merci Sébastien. Donc, 3 dispositifs sont mobilisables auprès de la CPNEF sur les fonds du 02. Il y a tout d'abord l'analyse des pratiques professionnelles, qu'on appelle également l'APP, les colloques, conférences et séminaires et les projets innovants. Vous pouvez retrouver toutes les conditions de prise en charge détaillées sur notre site internet, donc sur l'espace public de notre site de branche.
sur les analyses des pratiques professionnelles. Donc, tout d'abord, l'organisme de formation doit obligatoirement être référencé Calliope ou être porté par un organisme de formation qui est référencé Calliope. 2 dispositifs sont mobilisables. Il y a tout d'abord l'APP d'équipe, donc pour les salariés. Les coûts d'encadrement peuvent être pris en charge dans la limite d'un budget de 280 € par jour. Ce qu'on entend par jour, c'est des journées de 7 heures et par stagiaire, ou bien 40 € par heure et par stagiaire. Au niveau du budget mobilisable, donc pour les structures de moins de 50 salariés, il est de 1 500 € par an et par structure. Et pour les structures de plus de 50 salariés, 3 000 € par an et par structure. Pour les structures ayant plusieurs numéros de SIRET, donc qui sont multigestionnaires, un budget global calculé sur la base de 1 500 € par numéro de SIRET est plafonné à 15 000 €, soit 10 numéros de SIRET. La demande préalable de prise en charge doit être saisie via votre espace privé en prenant le formulaire d'analyse des pratiques classiques. Laurie vous fera une présentation tout à l'heure et il en est de même pour le formulaire de demande de remboursement. Le second dispositif mobilisable sur ces analyses des pratiques professionnelles à destination des directeurs est un budget qui a été mis en place par la branche pour les structures. C'est un budget supplémentaire de 300 € qui peut être mobilisé par an et par numéro de SIRET dans la limite d'un coût de 40 € par heure et par stagiaire, dans la limite d'un plafond de 3 000 €. La demande préalable, pareil, est à saisir sur le site dans l'espace privé. Il faut prendre le formulaire d'APP de direction. Attention, l'analyse des pratiques de direction ne peut pas être prise en charge sur l'APP classique. Ça sera impérativement pris en charge sur les APP de direction. Sur les colloques, conférences, séminaires, pareil, on a 2 dispositifs. Le premier concerne le remboursement des frais d'inscription à ces événements. Donc, pour les salariés comme pour les bénévoles, il est dans la limite de 200 € par jour et par stagiaire, sachant que pour les bénévoles, il y a une limitation qui est de 6 journées bénévoles par an et par structure. Ce qu'on entend par journée, c'est par exemple un bénévole qui assiste à 6 journées de colloques conférences ou bien 2 bénévoles qui assistent à 3 journées de colloques conférences, etc., etc. La demande, elle est à le solliciter également sur le site dans votre espace privé. Attention, en cas de demande supérieure à 2 000 €, la demande de remboursement sera présentée aux membres du CTP. Donc pareil, nos dates de CTP sont consultables sur notre site internet. On vous a mis le lien en bas de cette slide. Enfin, un second dispositif est mobilisable. Il s'agit des soutiens colloques, conférences, séminaires. Donc, pour ce faire, la prise en charge peut concerner les frais, les coûts pédagogiques, donc les frais des intervenants, les frais annexes des intervenants également, ou les frais de location de salle. Attention, la demande est présentée aux membres du CTP. Donc, il faut télécharger le formulaire qui est en format PDF sur l'espace public. Dans le courant de l'année, on aura un formulaire qui sera dématérialisé, donc vous pourrez les faire dans le courant de l'année via l'espace privé. Les dates des prochains CTP, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont consultables là via ce lien en bas. Voilà pour ce financement. Et pour le dernier financement, les projets innovants, donc il s'agit d'actions de formation ayant un caractère innovant, donc peut être innovant par sa thématique contenue de la formation, par une innovation territoriale, une innovation de parcours et une innovation pédagogique. Donc le dossier est à saisir en ligne dans votre espace privé. La prise en charge peut concerner les coûts pédagogiques, les frais annexes, donc que ce soit l'hébergement, la restauration ou les déplacements. Les membres du CTP étudieront la demande, donc il faut la déposer au minimum 15 jours avant la date du CTP. Les dates sont consultables, comme je vous l'ai dit, sur notre site internet. Il est vraiment important de bien respecter ce délai afin que vous puissiez avoir une réponse avant le démarrage de l'action. Les membres du CTP peuvent accorder tout ou partie des champs demandés. Sur ce dispositif, on préconise de vous rapprocher du référent en région qui pourra vous accompagner pour déposer votre demande préalable. Pascal parlera tout à l'heure des référents en région. Et je vais laisser la parole à Laurie. Alors oui, merci Corinne. Alors maintenant, on va voir comment créer son compte sur l'espace privé et comment naviguer sur celui-ci. Alors pour commencer, il vous suffit de cliquer sur l'icône de profil,
puis sur créer un compte qui se trouve dans la bande de connexion. Lors de cette première étape, vous devrez renseigner votre numéro ICOM de votre structure ainsi que le numéro de SIRET associé, sans les espaces. Une fois ces informations saisies, vous pouvez cliquer sur créer un compte pour passer à l'étape suivante. Alors, vous arrivez sur votre fiche structure. Pour le moment, seule l'adresse postale est modifiable sur votre espace privé. Si vous repérez une erreur sur le nom de votre structure ou le numéro de SIRET, il faudra contacter la CPNEF par mail à cpnef@cpnef.com pour demander une correction en joignant un avis de situation INSEE. Après avoir vérifié ces informations, vous pouvez, si besoin, ajouter d'autres numéros de SIRET, notamment si vous êtes multigestionnaire, et vous pouvez ensuite indiquer le contact de la personne en charge des formations dans votre structure. Nous vous conseillons d'indiquer une adresse mail nominative. Pour une question de confidentialité, c'est plus simple. Et pensez également à cocher la case recevoir les newsletters afin de rester informé des actualités de la CPNEF. Après tout ça, vous pouvez maintenant recliquer sur créer un compte et on passe à la dernière étape. Alors, la dernière étape, c'est un mail qui vous est envoyé sur votre boîte mail pour initialiser votre mot de passe. Il se peut que ce mail arrive dans les courriers indésirables, donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous ne trouvez pas le mail dans votre boîte. Après avoir initialisé votre mot de passe, vous avez maintenant accès à l'espace privé. Donc sur cet espace privé, vous retrouvez plusieurs onglets. Le premier, votre structure qui concerne votre fiche structure, votre profil qui regroupe les informations du contact, vos demandes qui regroupent les demandes envoyées à la CPNEF et celles en cours de saisie, et l'onglet transmettre une demande qui donne accès au formulaire. Il y a deux autres onglets qui sont dédiés à l'observatoire. On va maintenant se concentrer sur le dépôt des demandes de financement. Pour cela, vous devez cliquer sur transmettre une demande. Vous aurez accès aux différents dispositifs, l'analyse des pratiques professionnelles pour les équipes et la direction, le remboursement des frais d'inscription à un colloque, une conférence ou un séminaire et les projets innovants. Pour chacun de ces dispositifs, il est très important de joindre les pièces demandées qui sont précisées dans le PowerPoint et pensez bien à respecter les délais de dépôt. Une fois la demande déposée, nous vous invitons à suivre régulièrement son avancement dans votre espace privé, car des échanges par mail peuvent intervenir rapidement et être facilement marqués. Et maintenant, je vais laisser la parole à Reine d'Or qui va vous présenter quelques chiffres concernant le 02. Merci Laurie. Alors, quelques chiffres concernant les dispositifs du 02. Donc, je rappelle, ça concerne l'analyse des pratiques professionnelles, les colloques, conférences, séminaires et les projets innovants. Alors, en 2025, c'est 1440 dossiers déposés, en très large majorité des dossiers d'analyse des pratiques. Ça équivaut à 9 352 salariés et 29 bénévoles qui ont bénéficié d'une formation grâce à ce dispositif. Toujours pour faire un parallèle avec l'étude sur les pratiques formatives au sein de la branche, on a 29% des employeurs qui ont déclaré bien connaître ce dispositif mis en place par la CPNEF à l'ISFA, donc les APP, les colloques, conférences séminaires et les projets innovants. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses sur tous ces dispositifs à mobiliser auprès de la CPNEF. Merci Render pour cette transition. Nous avons encore des questions, mais très peu de temps devant nous. Alors, concernant ces dispositifs-là, peut-on déposer la demande de remboursement d'analyse des pratiques 2025 alors qu'on n'a pas encore la facture acquittée pour le mois de décembre 2025 ? Je vous conseille de déposer votre demande de remboursement même si la demande est incomplète car il reste 2 semaines pour déposer vos demandes de remboursement et si vous ne le déposez pas avant le 31 janvier, vous serez hors délai. Donc, vaut mieux déposer une demande incomplète qu'une demande hors délai. Merci Laurie. L'analyse des pratiques peut-elle être mobilisée pour les animateurs de centres de loisirs ou tout autre secteur ? Il me semble que ça ne concerne que la petite enfance. Non, ça concerne tous les secteurs, donc vous pouvez tout à fait déposer une demande préalable. Merci Corinne. Quel est le nombre maximum de financement d'analyse de la pratique que nous pouvons solliciter par an ? Alors, c'est plus un budget maximum par an. Donc, comme je l'ai exposé tout à l'heure, c'est 1 500 € par numéro de SIRET pour les structures de moins de 50 ETP. Et pour les structures de plus de 50 ETP, si elles ne sont pas multigestionnaires, c'est 3 000 €. Donc, c'est ce montant dans la limite d'un coût horaire de 40 € par heure et par participant. Donc, vous pouvez déposer plusieurs demandes préalables. Question, une personne qui veut être sûre d'avoir bien compris,
Un salarié qui participe à une conférence en dehors de son temps de travail peut se faire déduire les frais d'inscription à cette conférence? Oui ou non? Pour moi, oui. Après, c'est Oui, le moi code du aussi. travail qui s'applique en matière de récupération ou d'indemnisation des heures en dehors du temps de travail. Question concernant les projets innovants. Plusieurs questions d'ailleurs sont arrivées afin d'avoir des exemples de projets innovants. Il y a beaucoup de configurations différentes. On peut avoir des innovations alors, sur la thématique, des thématiques émergentes en termes de compétences que l'on souhaite développer. On peut avoir des projets qui portent sur des modalités pédagogiques spécifiques avec notamment des temps de formation, un formateur qui va venir faire des séquences d'observation dans la structure, qui peut associer les publics accueillis. Et donc voilà, des choses où on peut avoir des dossiers qui passent pas facilement auprès de l'OPCO parce qu'il y a des modalités d'organisation particulières. Et donc, on va être sur ces dispositifs-là. Pour vous accompagner sur les projets innovants, déjà, n'hésitez pas à nous solliciter en direct. Vous nous adressez un mail ou vous nous appelez dans le cadre des permanences téléphoniques. Ça permettra à Corinne, qui vous entendra, de vous répondre et de répondre à vos questions. Et vous pouvez également bénéficier de l'accompagnement des référents en région qui sont là pour vous accompagner et vous apporter un premier avis sur est-ce que le dossier pourrait être considéré comme innovant ou pas, sachant qu'il y a quand même quelque chose à avoir en tête, c'est que dans tous les cas, c'est le comité technique paritaire, donc le CTP, qui statue, les partenaires sociaux, qui vont établir si la demande est innovante ou pas. Et comme l'a dit Corinne, chaque dossier est étudié individuellement. Ça signifie que dans un contexte très particulier, quelque chose va pouvoir relever de l'innovation et beaucoup moins dans un autre contexte, dans une zone géographique différente, par exemple, etc. Donc voilà, c'est quand même des cas de figure à chaque fois très différents, et donc c'est pas forcément simple de donner des exemples qui seraient qui pourraient être dupliqués ailleurs parce que quelque chose qui est innovant quelque part n'est pas forcément ailleurs. Mais voilà pour ce qui est des projets innovants, qui est quelque chose voilà, qui est laissé à l'appréciation des partenaires sociaux. Merci, nous avons encore beaucoup de questions, mais très peu de temps. Ouais. Je vais vous laisser pour cette session. On va du coup malheureusement enchaîner. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions complémentaires. La permanence de la CPNEF est là pour vous répondre, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On va faire un dernier point. On a parlé des dispositifs à mobiliser auprès de l'OPCO, des dispositifs à mobiliser auprès de la CPNEF, et il y a d'autres dispositifs qui existent qui peuvent être mobilisés ailleurs, donc hors OPCO, hors CPNEF, qui sont à l'initiative du salarié. Vous, en tant qu'employeur, c'est votre responsabilité d'informer les salariés sur ces dispositifs-là. Et puis, vous avez des possibilités de cofinancement sur ces dispositifs. Et donc, on va les balayer rapidement parce que on est pris par le temps comme chaque année dans le cadre de nos webinaires. On va parler du CEP, le conseil en évolution professionnelle, du PTP, le projet de transition professionnelle, et du CPF, le compte personnel de formation. Une précision pour ceux qui devraient nous quitter là maintenant parce que on devait se quitter dans une minute. Le webinaire de demain, qui est consacré au dispositif salarié, qui est donc principalement destiné aux salariés, reviendra plus en détail sur ces dispositifs-là. Et donc, en tant qu'employeur, vous pouvez également suivre le webinaire salarié si cela vous intéresse d'avoir plus d'informations. On commence par le CEP, le conseil en évolution professionnelle, qui a un dispositif d'accompagnement qui est gratuit et personnalisé et qui permet aux salariés de faire un point sur sa situation et de réfléchir à son projet professionnel. Ce dispositif, il est dispensé par un conseiller, un conseiller CEP qui travaille pour un opérateur de CEP. Les opérateurs de CEP sont habilités à dispenser ce CEP par l'État. Et donc, il est pensé comme un premier niveau d'accompagnement des salariés. Il est même au cœur de l'écosystème emploi-formation tel qu'il est conçu aujourd'hui dans la loi. Ça permet aux salariés d'envisager le champ des possibles, d'envisager
de faire une analyse des compétences qu'il a acquis, de faire un petit retour sur son parcours professionnel pour envisager la suite et pour envisager la suite dans une autre structure, dans un autre secteur. On peut vouloir changer, voilà, changer de carrière, changer de secteur, ou pour envisager la suite dans sa propre structure, hein, pour une mobilité interne. Et donc, le fait de vraiment parler du CEP, voilà, on n'est pas forcément sur une démarche où le salarié cherche à quitter sa structure. Bien au contraire, on peut être sur un dispositif qui permet au salarié de se poser et de réfléchir à quelle pourrait être son évolution professionnelle au sein de sa structure, ce qui est particulièrement intéressant, notamment dans le cadre de la préparation de l'entretien professionnel, qui permet donc au salarié de préparer au mieux ce temps d'entretien pour ensuite échanger avec vous en tant qu'employeur sur son parcours. Autre dispositif, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est le projet de transition professionnelle. Et là, on n'est pas sur un accompagnement comme c'est le cas pour les CEP, on est sur un financement d'un projet de formation certifiante. Et donc, voilà, dans un contexte où les fonds à disposition pour aller sur la formation certifiante se réduisent, c'est particulièrement important d'avoir en tête le projet de transition professionnelle. Donc, dispositif à travers lequel un salarié va monter un dossier de financement qu'il va soumettre à une association transition professionnelle, qui sont des associations paritaires régionales. Tout cela est géré au niveau régional et donc ce sont des associations paritaires, des instances paritaires comme la CPNEF qui réunissent des syndicats représentant les employeurs, des syndicats représentant les salariés, qui statuent sur les dossiers et qui accordent ou non les financements. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce financement, il y a des prises en charge qui peuvent être très intéressantes. Pour avoir une prise en charge sur le coût pédagogique, sur les frais annexes et sur la rémunération du salarié. Et là, sur la rémunération, on peut avoir des prises en charge qui peuvent même aller jusqu'à la totalité de la rémunération. Donc, vous, en tant qu'employeur, c'est intéressant que vous ayez en tête ce dispositif-là parce que il peut vraiment être quelque chose d'idéal pour permettre d'aller sur un projet de certification. Et ce qu'on peut retenir, c'est que à travers ce dispositif, seront mobilisés les droits inscrits au CPF du salarié, qui vont être décrémentés pour permettre de contribuer au financement de l'action de formation. Et l'employeur peut venir cofinancer le projet de formation. Très concrètement, un dossier de projet de transition professionnelle, on a des critères qui sont établis région par région. Et donc, il y a un système de notation des dossiers qui permet de prioriser certains dossiers par rapport à d'autres. Plus on a de points, plus on a de chances que son dossier soit accordé par l'association Transition Pro. Et ces critères, ils sont publics. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de votre association de transition professionnelle. Vous tapez sur votre moteur de recherche association de transition professionnelle avec le nom de votre région et vous trouverez de façon publique les critères qui permettent ensuite de noter le dossier. Et il se trouve que le fait de cofinancer le dossier par l'employeur, dans la plupart des régions, ça rapporte des points en plus. Donc, ça favorise le fait que le dossier puisse être validé par l'association ou pas. Et enfin, dernière chose, le dispositif le plus connu, donc celui-là on va passer rapidement parce qu'il existe depuis maintenant un certain nombre d'années, il est quand même bien mobilisé, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Et donc, pour rappel, ça permet à un salarié d'acquérir des droits à valoriser pour financer des actions de formation. Tous les ans, il va acquérir un montant supplémentaire qui va se rajouter à son CPF. Et donc, voilà, ce qui lui permet de financer l'accès à la formation. C'est important de rappeler qu'il est obligatoire de faire des informations auprès des salariés sur ce dispositif-là, aller vérifier qu'ils connaissent le CPF, que le salarié a bien ouvert son compte personnel de formation et qu'il sait ce qu'il va pouvoir financer via ce CPF. Ce qu'on y retrouve, c'est les actions du RNCP. Il va également pouvoir financer une VIE ou un bilan de compétences. On a parlé tout à l'heure du bilan de compétences. Une information également, c'est que vous pouvez cofinancer en tant qu'employeur une action via le CPF et ça c'est quelque chose qui est encouragé plutôt par le législateur parce que
au cours de l'année 2025, on a différentes mesures qui ont été mises en place pour faciliter et sécuriser le cofinancement pour l'employeur du CPF, du salarié, pour avoir des parcours co-construits et donc concrètement pour que un salarié aille sur une action de formation financée via son CPF qui réponde également aux enjeux, aux besoins de la structure pour laquelle il travaille. Et enfin, un dernier mot. Quelque chose qui a été mis en place en 2024, le ticket modérateur, qui fait qu'un salarié, lorsqu'il souhaite mobiliser son CPF, doit payer une somme forfaitaire de 103,20 € en 2026. C'est une somme qui évolue tous les ans en fonction de l'inflation. Et donc, un salarié qui souhaite mobiliser son CPF doit régler cette somme-là, même si il a assez de fonds sur son CPF pour financer l'action de formation. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que si vous, en tant qu'employeur, vous cofinancez le parcours CPF, le salarié n'aura pas à payer cette indemnité forfaitaire. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Voilà pour ces dispositifs à mobiliser qui ne sont pas mobilisés auprès de l'OPCO ou auprès de la CPNEF. On arrive à la fin de ce webinaire. On va maintenant vous parler des référents en région et je vais laisser la parole à Pascal. Merci Sébastien. Oui, on les a mentionnés quelques fois au cours de ce webinaire. Le réseau des référents en région, donc les RR, a été mis en place par la CPNEF pour soutenir le développement régional de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi dans notre branche. Donc, ils sont les spécialistes de la branche dans les territoires et à ce titre, les RR sont vos interlocuteurs et interlocutrices privilégiés sur les sujets emploi et formation. Concrètement, les RR, ils vous accompagnent dans vos projets de formation et dans l'élaboration de votre politique formation en répondant de manière précise et adaptée à vos questions et besoins. Ils travaillent en complémentarité avec les conseillers emploi-formation de notre OPCO Uniformation. Ils facilitent l'accès à l'emploi et contribuent au développement des compétences des salariés de la branche ALISFA. L'une de leurs nombreuses actions est d'informer sur les règles de financement de la formation professionnelle. Alors, en complément de ce webinaire qui présente les règles de financement et leurs évolutions pour 2026, comme viennent de vous le présenter Sébastien et Corinne, les RRE dans leur région organisent et animent des réunions d'information collective en présentiel et en visio. Donc, ces réunions sont l'opportunité pour vous d'échanger avec les RR, de leur présenter vos projets liés à la formation et à l'emploi, de poser également des questions plus précises sur vos besoins spécifiques et d'interagir avec d'autres structures de votre région et pourquoi pas faire réseau. Une grande partie du territoire hexagonal est couverte par la mission RR. La CPNEF, à ce jour, compte 17 référents en région. Alors, pour contacter votre RR et aussi connaître la date de la prochaine réunion d'information collective dans votre région, rendez-vous sur notre site internet alisfa.fr dans la rubrique Emploi, formation, puis référent en région. Vous y trouverez également les modalités d'inscription et de participation à ces réunions. Le lien, de toute façon, se trouve dans la diapo. Et toujours concernant les réunions d'information collective, je vous informe qu'à ce jour, il y a déjà 40 dates, toutes régions confondues, consultables dans la rubrique référent en région de notre site. D'autres dates d'information collective vont venir et cet agenda va être mis à jour. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je passe maintenant le relais à Sébastien pour la présentation des ressources et des outils. Merci Pascal. Et tout à fait, on va conclure ce webinaire. On arrive à la fin.
pour présenter, rebalayer rapidement les ressources et outils qui sont à votre disposition. C'est important. Et puis ensuite, on fera un dernier petit temps de questions-réponses en jouant un petit peu les prolongations. Les ressources et outils disponibles, il y en a beaucoup sur le site de la branche ALISFA, donc c'est important que vous puissiez les consulter. Ces ressources, vous pouvez les retrouver notamment sur le site internet de la branche www.alisfa.fr. Si vous ne connaissez pas encore ce site, allez-y pour apprendre à le connaître. Vous y retrouverez tout un tas d'informations sur à la fois tout ce qui concerne l'emploi-formation, mais également toutes les informations sur la convention collective, toutes les informations sur le haut degré de solidarité dont on n'a pas parlé ici, mais en tout cas, voilà, vous aurez accès à tous ces éléments. Je vais faire un petit focus à ce niveau-là. Vous avez également la possibilité sur ce site internet de vous inscrire à nos newsletters. Et donc, si vous voulez être tenu au courant progressivement des nouveautés mises en place en matière notamment de financement de la formation professionnelle, et cette année, ça va être particulièrement important parce qu'on a cette période de reconversion qui va se mettre en place progressivement. Et donc, il y a des informations qui vont vous être transmises tout au cours de l'année. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de la branche. Vous pouvez le faire soit en créant votre espace privé. Donc, Laurie vous a décrit tout à l'heure comment ça se passait pour créer votre espace privé. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite case où vous acceptez de recevoir nos communications. Vous pouvez également vous inscrire via un formulaire d'inscription dédié qui est tout en bas de la page d'accueil. Donc, il faut défiler la page d'accueil. Tout en bas, il y a un petit menu pour vous inscrire à nos newsletters. Et donc, vous, en tant qu'employeur, c'est particulièrement important que vous puissiez recevoir ces communications, mais c'est particulièrement important également que les salariés de la branche puissent recevoir ces communications. Donc, n'hésitez pas surtout à faire la promotion du site de branche et de ce formulaire d'inscription aux newsletter auprès des salariés de votre structure. Il y a plein d'informations qui les concernent. Il y a également des enquêtes de l'observatoire parfois qui sont destinées aux salariés de la branche. Et à ce jour, on a très peu de contacts directs des salariés. Généralement, on a des contacts des employeurs. Donc, c'est important pour nous d'avoir également les contacts des salariés. Donc, vraiment, on vous encourage à faire la promotion de cet outil d'inscription aux newsletter auprès des salariés de vos structures. Il y a également, en termes de ressources, le site d'Uniformation, évidemment, où vous retrouvez tout un tas d'informations sur les dispositifs que vous pouvez mobiliser. Une nouveauté mise en place l'année dernière, les réseaux sociaux de branche, la page LinkedIn, la page Facebook. Pareil, si vous voulez suivre notre actualité, suivez-nous sur ces pages-là. C'est un moyen simple, rapide de suivre l'actualité de la branche, de la CPNEF, mais pas que. La CPPNI, la CPSP communiquent toute leur actualité via ces pages réseaux sociaux. Donc vraiment, on vous encourage à nous suivre. Hein, le nom de la page, ALISFA, la branche professionnelle. En termes de ressources qui sont mises à votre disposition pour compléter ce webinaire et donc pour vous informer sur les dispositifs de financement, le tableau des règles 2026, qui est le document Word qui reprend toutes les règles dans le détail et toutes les démarches pour mobiliser les fonds. Le tableau des règles, il est à jour et il est disponible sur le site alisfa.fr. Donc, vous pouvez aller le consulter. Je crois d'ailleurs qu'il fait partie des documents qui sont téléchargeables via ce webinaire. Des brochures à destination des employeurs et des salariés sont en cours de finalisation et c'est une façon de présenter de façon plus synthétique les différents dispositifs. Donc, ils seront à votre disposition très rapidement. Une nouvelle fois, on compte sur vous pour faire la promotion de la brochure salariée parce que, comme je l'expliquais, on n'a pas les contacts directs des salariés. Et donc, c'est pour ça qu'on a également mis en place depuis plusieurs années une affiche de promotion de la brochure salariée. C'est pour vous faciliter le travail d'information vis-à-vis des salariés. Hein. On vous envoie la fiche dans vos structures, mettez-la en avant, affichez-la pour que les salariés puissent voir qu'il y a une brochure qui leur est destinée, il y a un QR code, ils ont accès directement à la brochure, donc c'est tout à fait intéressant. Et puis une lettre d'information qui va être publiée courant février, au cours du premier trimestre 2026, avec une dimension davantage politique sur les financements mis en place sur l'année. Également à votre disposition des outils, les outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. On va y revenir dans la diapo suivante. Et puis,
le kit de l'entretien professionnel, tout un tas de ressources pour vous accompagner dans la préparation de ce moment-là et dans le déroulé de ce moment-là, puisqu'il va y avoir des fiches d'information à la fois sur l'entretien professionnel, sur les dispositifs sur lesquels vous devez informer vos salariés, la VAE, le CPF, etc. Et puis, il y a une trame type qui vous permet à la fois de préparer l'entretien, de la transmettre au salarié pour que lui-même puisse préparer l'entretien, et puis qui vous permet d'assurer un suivi de l'entretien professionnel, sachant que ces outils-là vont évoluer au cours de l'année 2026, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'entretien professionnel va un petit peu changer de cadre. Il va devenir l'entretien de parcours professionnel. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais on vous en reparlera courant 2026 de l'évolution de cet entretien professionnel dont les finalités évoluent très peu, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. En tout cas, on vous reparlera de tout ça au cours de l'année, d'où l'importance d'être abonné à nos newsletters et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, nous avons travaillé au sein de la CPNEF à la production d'une cartographie dynamique qui est disponible sur le site de la branche, rubrique métiers et parcours, et qui permet de détailler les compétences attendues pour chaque métier de la branche et d'identifier les parcours professionnels possibles dans la branche, à la fois au sein d'une filière et également de façon transversale dans une autre filière si on souhaite évoluer sur un autre métier dans la branche professionnelle. Et donc, l'outil permet de façon dynamique d'identifier depuis un métier A vers un métier B, quelles compétences vont être communes, quelles compétences je vais devoir développer pour aller sur tel métier. Donc, ça permet un petit peu de se projeter dans son parcours professionnel. Et ces outils seront complétés par la publication de 25 fiches métiers. Là, on est sur la toute fin de la finalisation de ces fiches-là qui seront très rapidement mises en ligne. Une fiche métier par métier, des fiches métiers dans lesquelles on donne une grande place à la parole des salariés eux-mêmes. C'est vraiment l'idée de donner la parole aux salariés de la branche ALISFA pour qu'ils nous parlent eux-mêmes de leur métier. Voilà, on en a fini avec les différentes parties de ce webinaire et peut-être qu'on peut prendre pendant 2 minutes quelques dernières questions-réponses. Très bien. Alors, tu as évoqué la newsletter, Sébastien, et on a une question. Comment s'inscrire à la newsletter? Et donc, je me permets d'y répondre. Comme Sébastien l'a indiqué, il faut se rendre sur le site de la branche, www.alisfa.fr, et sur la page d'accueil, quand vous descendez un petit peu, vous avez une rubrique qui s'appelle « Abonnez-vous à la newsletter ». Il faudra alors saisir votre adresse mail et remplir un petit formulaire. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, pour quelconque raison, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse cpnef@cpnef.com. Nous pourrons vous inclure à la liste de diffusion. Autre question concernant le webinaire de demain à destination des salariés. À quelle heure se tiendra la réunion? Et donc, c'est à 13h30. N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez participer aussi à ce second temps d'information. Également, nous avons une question concernant les fiches métiers pour savoir quelle est leur finalité. Alors, leur finalité, c'est de présenter les métiers de la branche, alors de présenter auprès des employeurs et des salariés de la branche. On ne connaît pas forcément tous les métiers qui existent dans la branche, donc ça permet d'avoir une vision rapide et une présentation notamment des principales missions sur chacun des métiers. Et puis, ça permet de présenter également à l'extérieur. L'idée, c'est également de pouvoir faire des actions de communication, de pouvoir valoriser les métiers. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité donner beaucoup de place à la parole des salariés qui disent à la fois ce qu'ils font au quotidien, dans le cadre de leurs fonctions, et puis qui permettent de dire eux, là où ils trouvent du sens dans ce qu'ils font, qu'est-ce qui leur plaît particulièrement. Et donc, il y a également cette volonté de pouvoir donner à voir au plus grand nombre ce que sont les métiers de la branche, à la fois auprès de personnes qui chercheraient à se réorienter. Et donc, nous, on a des métiers quand même qui sont assez en tension en termes de recrutement, on a des recrutements compliqués. Donc, il est important qu'on puisse montrer ce que sont les métiers de la branche et qui permet également de valoriser ces métiers auprès, par exemple, des opérateurs de CEP qui vont accompagner des salariés d'autres secteurs et pour que eux connaissent mieux nos métiers et puissent les orienter
vers nos structures, vers, on peut aussi penser à France Travail, aux missions locales, enfin bref, ces fiches métiers ont vraiment vocation, voilà, à pouvoir communiquer sur nos métiers et leurs réalités. C'est tout pour les questions. Sébastien, je te laisse conclure. Eh ben, merci beaucoup. J'en profite pour remercier l'ensemble du service technique pour son engagement dans le cadre de l'organisation de ce webinaire. Ça a été un gros travail que de mettre en place ce webinaire. Donc vraiment un grand merci à toute l'équipe. Un grand merci à vous qui avez participé à ce webinaire. Vous étiez nombreux, vous avez posé plein de questions, c'était très intéressant. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum de questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas déjà à consulter nos communications, nos brochures, nos guides, parce qu'il y a pas mal de questions où vous pourrez retrouver les réponses dans ces documents. Donc, n'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas à nous solliciter en direct s'il y a des cas de figure spécifiques. N'hésitez pas voilà, à nous faire remonter ça donc, à l'adresse cpnef@cpnef.com, à nous joindre lors des permanences téléphoniques du mardi matin et du jeudi matin. Et également à solliciter vos référents en région. Pascal en a parlé. Il y a des réunions d'information collective qui arrivent. Il y en a sur tous les territoires qui vont être menées. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à ces réunions qui sont vraiment l'occasion d'aller au-delà d'une présentation des dispositifs en tant que tel, mais on est plus voilà, sur une façon de trouver des réponses à ces problématiques concrètes en termes d'accès au financement, mais également en termes d'évolution des compétences. Et donc, voilà, ça permet d'avoir un échange plus complet avec à la fois les RR et les équipes d'uniformation. Donc, on vous encourage très vivement à y participer. Merci à toutes et tous et on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.